Alors, bonjour tout le monde. On va attendre quelques instants pendant que le système transfère tous les participants à l'intérieur de la présentation. Donc, ça continue. Alors aujourd'hui, on est quand même nombreux. Le système continue de nous connecter. Ça ne sera pas très long. On va commencer dans une petite minute. Alors, si vous êtes prêts, Alain et Patrick, on va commencer. Alors, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire STIC sur les meilleures pratiques pour la sélection d'un projet de gestion, d'un logiciel de gestion intégré ou un ERP, comme on les connaît mieux. Alors, je me présente, je suis Pierre-Laurent Boudria, ingénieur et conseiller manufacturier chez STIC. Aujourd'hui, je crois qu'on a plusieurs personnes qui viennent de l'extérieur du réseau. Donc, rapidement, là, STIC, c'est une association multisectorielle d'entreprises québécoises qui a pour mission de développer des relations d'affaires et d'améliorer la compétitivité des entreprises manufacturières. Pour faire ça, on a plusieurs événements, comme aujourd'hui, un service de maillage, puis aussi on accomplit notre mission au travers de nos diagnostics d'entreprise et de nos programmes d'accompagnement. Aujourd'hui, je reçois M. Alain Marchildon, président d'Efficio, qui est un réseau d'experts qui accompagne les organisations dans leur transformation numérique. Bonjour Alain. Bonjour. Et puis, je reçois aussi M. Patrick Beauchamp, vice-président finance chez Stelpro, qui est un manufacturier québécois d'équipements de chauffage électrique, de ventilation, câbles chauffants et contrôle électronique, et qui est un chef de file nord-américain. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, merci à tous les deux d'avoir accepté d'être avec nous ce midi. Juste avant de commencer, j'aimerais dire à tous les participants qu'en bas de l'écran, si vous voulez participer à la conversation, il y a une petite section qui s'appelle Q&R. Vous pourrez poser vos questions par là au courant de la présentation. Il y a une période de questions qui est réservée à la toute fin, mais si vous avez besoin de précision, là, on considérera pendant les discussions également. Donc, aujourd'hui, au niveau de la présentation, le programme, c'est qu'on veut présenter l'approche globale du processus de sélection. Il y aura une première phase qu'on viendra définir pour la définition des besoins. Et on va avoir une petite discussion après chacune des phases, donc après la phase 1. Après la phase 2 de sélection et de recommandation, nous aurons également une autre discussion. Il y aura la phase 3 de négociation. Et pour conclure, une dernière discussion. Mais avant de commencer, j'aimerais simplement adresser une question à Patrick, qui est pourquoi vous avez décidé de changer de logiciel de gestion? C'était quoi les objectifs derrière le projet de changement? Il y avait trois principaux objectifs pour notre part. Le premier, c'est que notre système legacy nous limitait beaucoup dans la possibilité d'optimiser l'entreprise. Donc, c'était difficile quand on avait des projets d'amélioration, c'était très difficile de les intégrer dans notre plateforme legacy. On sentait même que notre plateforme legacy devenait en quelque sorte un frein à la croissance de l'entreprise parce que ça devenait très difficile aussi au niveau de la volumétrie qui grandissait, etc. Le nombre de transactions, le nombre d'utilisateurs, ça devenait de plus en plus difficile. On voyait ça vraiment devenir un frein là, à la croissance de l'entreprise. Et finalement, ben, on a un regard, disons, porté vers l'industrie 4.0, puis on voulait avoir la bonne plateforme ERP pour supporter tout ça, parce que l'ERP devient un petit peu la pierre de cise de tout ce qui va se construire par-dessus par la suite. Donc, avoir la bonne plateforme, ça devenait important. OK, très bien. Puis, donc là, vous avez décidé d'être accompagné pour aller faire le choix d'un logiciel. Pourquoi vous avez décidé exactement d'être accompagné? Est-ce que vous ne pouviez pas le faire à l'interne? Bien, premièrement, des sélections d'ERP, on ne fait pas ça tous les jours en entreprise. Donc, de dire qu'on a toute l'expertise, toutes les connaissances, c'est un petit peu se raconter des histoires. Oui, on a des gens, si on est chanceux pour avoir des gens qui l'ont fait une fois, des fois deux fois,
Pour les très, très, très malchanceux, ils l'ont fait 3 fois dans leur carrière, là, mais en général, l'entreprise est assez limitée, là, disons, des gens qui ont des connaissances approfondies de ça. Fait que c'était vraiment de s'assurer d'avoir de l'expertise dans le processus de sélection. On a une seule chance de le faire comme il faut parce que, disons, mal réussir la sélection puis rater son intégration par la suite, ça a des conséquences quand même très, très graves. Donc, d'autant plus d'être bien accompagné là-dedans. Profiter aussi de la méthodologie qui est établie, qui est prouvée, des gabarits aussi au niveau de la documentation, dont le cahier des charges. Tout construire ça à partir de zéro sans trop savoir, c'est un petit peu embêtant. Donc, d'être accompagné là-dedans et de profiter de choses qui existent déjà et qui sont prouvées, c'est très bien. Puis aussi, il ne faut pas négliger le réseau de contacts de firmes qui peuvent vous accompagner dans ce domaine-là parce qu'encore une fois, ce réseau-là peut être limité à l'intérieur de l'entreprise. Oui, puis on ne connaît pas toutes les solutions. C'est difficile d'évaluer plusieurs solutions alors qu'il y a des gens spécialisés là, qui ont quand même un bon répertoire, un bon carnet d'adresses. Alain, je vais te laisser continuer. Là, je pense que tu vas nous parler de la démarche théorique et puis de la définition des besoins. Oui, merci beaucoup. Donc, Patrick, ça a l'air que je suis un malchanceux parce que je l'ai déployé pas plus que 3. Donc, 3 slides pour présenter la démarche, comment elle se positionne par rapport à une démarche de déploiement d'un logiciel intégré. Donc, on peut voir ici processus de sélection et acquisition avec 3 grandes activités qu'on va voir dans les prochains slides. Et puis, c'est sûr que ça, c'est un prérequis à un processus d'implantation qui est contrôlé. Bon, ici, on présente une démarche qui est proposée. Ça ressemble toujours à ça, mais dans le fond, c'est l'intégrateur ou l'éditeur logiciel qui souvent va avoir sa propre démarche, mais ça ressemble toujours à ces grandes étapes-là de préparation, de fit and gap entre ce qu'on a magasiné et la réalité de la solution. Après ça, les notions de configuration, de testing, etc. Pourquoi je fais le lien? C'est que l'étape de processus de sélection et acquisition, c'est un bon moment pour créer le vent de changement, de créer une équipe de champions qui vont être la locomotive au changement. Puis ça, on ne met jamais assez d'emphase là-dessus. Donc, c'est au tout début que ça se prépare. Lorsqu'on a des champions qui sont motivés pour le changement, mais ils deviennent des bons influenceurs pour le déploiement. Donc, notre démarche, c'est constitué donc de 3 grandes étapes. C'est supporté par des meilleures pratiques. Donc, on a des ateliers de formation sur les différentes pratiques, les meilleures pratiques qu'on propose. Et on a une grille ou une boîte à outils, en fait, qui sont un ensemble de gabarits d'outils qui viennent supporter la démarche. Une chose importante, une démarche comme ça, ce n'est pas une religion, il ne faut pas suivre ça à la lettre. C'est vraiment un élément d'inspiration qu'il faut adapter au contexte de chaque client. Pour une plus petite entreprise que Stelpro, c'est certain qu'il y a des livrables qu'on ne fera pas, qu'on va faire de façon plus informelle, plus rapide, agile. Puis lorsqu'on a des enjeux plus importants sur un sujet, on va prendre le temps de mieux appliquer l'outil approprié. Ici, ce slide-là présente un peu les efforts globaux pour une sélection-acquisition d'un logiciel. On voit que l'établissement des requis, le process mapping, la définition d'une grille et de l'architecture cible, c'est un élément important de la sélection. En fait, c'est la base sur laquelle on va se baser pour les sélections qui vont venir. Après ça, dans les étapes de sélection, la notion des démonstrations, donc structurer une démonstration, ça prend aussi du temps. C'est important de donner le temps aux fournisseurs de faire une bonne démonstration avec des scénarios structurés. Puis après ça, dans les étapes de sélection ou de négociation plutôt, la 3e étape, la négociation, ça peut être rapide ou long. Ça dépend comment, en termes de stratégie de négociation, on veut l'attaquer. Puis établir les building blocks, donc comment on va déployer la stratégie de déploiement ainsi que la préparation de l'équipe est un élément extrêmement important en termes d'emphase et d'effort. Donc, sur l'étape 1, maintenant je rentre dans le plus de détails pour l'étape 1, peut-être un 5 ou 10 minutes. Première étape, c'est de comprendre le marché du ERP qui est adapté à notre entreprise. Donc, quelle famille de ERP il faut inviter? Là?
On a un outil, nous, il y a 110 outils ERP là-dedans, mais c'est catégorisé par type de manufacturing. Est-ce que je suis dans un domaine où je fais du order to stock? Est-ce que je fais du produit personnalisé ou du produit qui est standard? Est-ce que j'ai à gérer des entrepôts avec un système de distribution également? Donc, cet élément-là de compréhension de la business à haut niveau, OK? Pour qu'on puisse identifier quelle famille ERP s'applique, c'est un volet important. Des éléments aussi de compréhension de la stratégie de croissance d'entreprise. Est-ce que l'entreprise veut faire des acquisitions dans le futur? Mais ça peut peut-être vouloir m'indiquer que si je suis en croissance, c'est une solution ERP à très long terme que je veux avoir, mais je vais peut-être avoir un ERP de Tier 1, qui sont des ERP plus solides, plus structurants. Qu'un petit ERP. Donc, c'est tout cet élément-là qui va nous permettre d'identifier la famille de ERP. Un autre élément à ne pas sous-estimer, c'est la décision cloud versus on-prem. L'année dernière, en Amérique du Nord, c'est vendu 65% des ERP se sont vendus dans le cloud. Et c'est en pleine croissance. Il y a des avantages au cloud, il y a des désavantages. Il faut comprendre ça, puis il faut prendre des bonnes décisions. Chez Physio, en passant, on a une démarche qu'on appelle la Vision Cloud, qui est une démarche pour accompagner les dirigeants dans leur choix de solutions cloud versus on-prem, que ce soit ERP ou autre. Donc, on va évaluer les différents workloads TI, puis on peut aider à prendre ces décisions-là. Donc, ça, c'est un élément en amont où il faut déjà avoir des discussions. Puis après ça, on va faire une présélection. Donc, on a des outils justement qui nous permettent d'identifier. Je parlais d'une grille Excel qui collige plus de 110 ERP, dont beaucoup de Québécois là-dedans. Une autre étape importante de la première activité, c'est d'évaluer la maturité de l'organisation et le niveau de préparation. Donc, premièrement, il faut être conscient des barrières au succès. J'en ai ici listé quelques-unes en termes de barrières au succès qu'il faut comprendre. Est-ce que, d'une part, on a un business case assez fort? Est-ce qu'on comprend nos objectifs? On va le voir dans le slide suivant. Est-ce qu'il y a des éléments de résistance au changement? Donc, ça peut être un autre frein au succès du déploiement futur. Est-ce que j'ai les bons champions? Est-ce qu'on a des attentes qui ne sont pas réalistes? Donc, ces éléments-là, de comprendre les barrières au succès, c'est important d'en discuter et d'avoir une réflexion là-dessus. On va aussi créer l'équipe de champions. L'équipe de champions, dans le fond, c'est votre locomotive au changement qui va venir. Donc, il y a une façon de choisir les bons champions. On pourra en parler en question-réponse. Je crois qu'il y a une question là-dessus. Donc, c'est un élément critique, les champions, dans l'équipe de sélection. Il ne faut certainement pas que ce soit votre consultant qui fasse le choix de l'ERP. Il faut que ce soit une solution qui soit choisie par vos gens. L'analyse de préparation, on a un outil qu'on utilise dans un working session, ce n'est pas très long, mais on va identifier les tâches de préparation, puis on va, avec les petits sliders qu'on voit en bleu, on va venir justifier un peu où en est l'entreprise par rapport à ces tâches de préparation-là. Puis ça nous permet d'identifier les risques au projet. Les risques au projet par rapport à la sélection, mais aussi pour le déploiement. Cette grille-là, on va la revoir aussi en fin d'étape 3 ou au démarrage du déploiement pour la mettre à jour parce que typiquement, on voit la maturité de l'organisation grandir de façon assez significative lors d'un projet comme celui-là. Donc, on va remettre à jour notre grille de risque, puis ça va nous permettre de mieux entamer l'étape de déploiement. Un autre élément important, établir les métriques de base. Donc, après quoi on court dans un projet comme celui-là? Tantôt, Patrick nous a donné quelques objectifs qu'eux, ils avaient. On va donc établir des pistes de gain. On va identifier les différents avantages de la solution en termes assez haut niveau parce qu'on est en démarrage de projet, mais c'est important que le comité exécutif ait une compréhension commune sur après quoi on court avec ce projet-là. Ces pistes de gain-là, on va les reviser également en fin de sélection parce que les champions vont être plus à même, grâce aux démos, à identifier plus concrètement en termes de transactions, de ressaisie, etc., peut-être des éléments qui ont vu « wow, je suis capable d'économiser de façon assez substantielle sur cet élément-là ». Donc, c'est un élément aussi important de l'étape numéro 1. Bon, le gros du travail, par contre, en termes d'effort, il est vraiment au niveau de la cartographie des processus à haut niveau.
Certains de nos clients ont des super bonnes cartographies, donc ça va assez vite. Okay? Si on n'a pas de cette cartographie-là, nous, on recommande l'utilisation de modèles CIPOC, là, Supplier Input Process Output Client, FIPEC en français, ce qui nous permet d'identifier les intrants et les extrants des grands processus. Donc, on le fait avec les gens de Stelpro. Et l'avantage de ça, c'est qu'on reste au niveau du quoi. On ne rentre pas dans le comment, parce que le comment va changer de toute façon. On va plutôt se mapper sur la solution qui sera choisie. Mais en amont, on va définir nos intrants et extrants, puis on va juger la pertinence de la qualité de ces intrants et extrants-là. Ça force aussi une communication entre les départements, parce que souvent, on apprend dans ces exercices-là que l'utilisateur d'un livrable que je lui livre, il n'est pas content, il refait ça différemment. Donc, mais on se focalise sur le quoi du processus. Après ça, donc, ça va nous permettre également d'adapter une grille fonctionnelle. Donc, nous, on a plusieurs grilles fonctionnelles. Dans le cas des ERP, c'est une grille fonctionnelle de plus de 800 lignes, structurée par module. Puis on va faire le lien entre les processus clés de l'entreprise et les modules. Donc, on va pouvoir éliminer les modules qu'on n'a pas de besoin ou identifier vraiment les fonctions requises. Puis, en brainstormant avec les champions de chacun des secteurs de l'organisation, on va venir enrichir ou éliminer. Puis, on va mettre aussi un élément de requis en termes de est-ce que pour moi c'est un must-have, un nice-to-have, une fonction importante ou pas applicable. Ça va nous permettre donc en équipe de se structurer nos besoins. Okay? Puis le fait de partir avec cette grille-là, jour 1, on sauve beaucoup de temps. Donc, une fois que la grille est faite, on est prêt à lancer le RFP. Encore là, c'est assez simple. On a des gabarits anglais-français pour un RFP. Donc, le RFP, de façon principale, va seulement présenter les éléments de mécanique de communication, va présenter le contexte de l'organisation, tout ça. Puis, en annexe, vous allez voir ici l'appendice, on va attacher justement cette grille fonctionnelle-là. Quand je dis grille fonctionnelle, il y a quand même une section technologique. On a aussi, en section 1.3, par exemple, on va identifier l'environnement technologique du client pour qu'on comprenne bien les enjeux. On va identifier le nombre de licences, etc. Donc, on envoie le RFP, notre grille, etc. Donc, on se retrouve avec au moins 3 semaines, des fois 4 semaines, ça dépend de l'ampleur du dossier, où là, les fournisseurs vont répondre à leur appel d'offres. Pendant ce temps-là, ça permet à l'équipe de se focaliser sur les scénarios de démo. Donc, encore là, si on a un gabarit pour structurer les scénarios de démo, nous, on va recommander de structurer les scénarios selon vos processus en jeu. Donc, c'est quels les processus les plus importants. Puis, on les structure de façon à documenter un processus transverse. Okay? Par exemple, aussi, excusez-moi les anglicismes, on les fait souvent en anglais, là. Donc, quote order, procure to pay. Donc, on voit vraiment un début et une fin d'un processus à valeur ajoutée. Il y en a qui vont appeler ça des value streams. Là. Et ces processus-là nous permettent en équipe, définir ce processus-là. Par exemple, procure to pay, c'est certain que les achats sont impliqués. Il peut y avoir une cotation d'approvisionnement. Il va y avoir donc un rôle d'acheteur. Après ça, quand la matière est reçue, la matière première est reçue, donc la réception, qui est un autre département, souvent va faire certains éléments qui sont importants à l'approbation de la facture qui va venir plus tard. Okay? Donc, Procure to Pay est un processus transverse qui est un bon exemple où c'est un exemple pour structurer le scénario de démo. On va également en profiter pour coller des éléments des copies d'écran, des données qui supportent notre processus. Et donc, on en fait un scénario. Donc, pour moi, c'est terminé pour l'étape 1. Donc, je pense qu'ici, Pierre-Laurent, tu as des questions. Oui, j'ai des questions pour Patrick. Donc, Alain nous parlait au début là, que c'est important de se constituer une équipe pour mener à bien le projet, une équipe de champions. Comment est-ce que Stelpro a déterminé la composition de son équipe de projet? C'était quoi vos principaux critères pour choisir vos champions? Au niveau des champions, de façon générale, c'était des gens qui maîtrisaient très bien les processus à l'intérieur de leur département ou de leur fonction dans l'entreprise. Ça, c'était très, très, très important. On voulait des gens aussi qui comprenaient ce qu'ils ont à livrer, ce que le processus livre. Parce qu'il y a des gens qui comprennent très, très bien l'exécution de la tâche, mais ils ne comprennent pas nécessairement leur livrable. Ça, c'est un problème parce que dans les nouveaux logiciels, la tâche ne se fera pas nécessairement de la même façon. Par contre, il faut arriver au même livrable. Fait que ça, c'est un critère qui est important. Et aussi, c'est entendu avec les gestionnaires dans l'organisation que les gens devaient être libérés, être disponibles autant dans la phase de sélection que dans la phase d'implantation par la suite, mais que les ateliers, que
les tâches à faire dans le cadre du projet étaient prioritaires sur le reste. Fait que ça, c'est très important d'avoir des champions qui sont disponibles. En plus des critères plus techniques comme savoir c'est quoi les livrables, comment effectuer les tâches, puis être disponible, est-ce qu'il y avait aussi d'autres critères comme le leadership au sein de l'équipe, leur crédibilité ou pour quelque chose qui va faire l'ouverture sur la phase de projet? En général, les gens qui maîtrisent bien un processus ou qui sont, c'est des gens qui sont reconnus dans leur département comme les références ou les gens qui vont être capables d'amener à bien des changements de processus. Oui, c'est certain. Okay. Je me rappelle, Pierre-Laurent, juste pour compléter, on avait eu une discussion, Patrick, là-dessus sur le volet aussi humain en termes d'influenceurs, de leadership, des bons communicateurs, l'esprit de synthèse. Puis c'est sûr que c'est un élément important dans la sélection. On n'a peut-être pas tout le temps ces joueurs-là, mais c'est un volet important, l'humain. Mm-hmm. Puis, comment est-ce que l'équipe de projet a vécu la démarche de cartographie puis de définition des besoins? Ben, l'accompagnement a beaucoup aidé dans le sens qu'il se sentait enveloppé dans une méthodologie, fait qu'il était quand même guidé à passer au travers d'étapes qui étaient prédéfinies, qui leur étaient expliquées. Fait que ça l'a beaucoup aidé. Je dirais que ça s'est très bien passé ici, cette démarche-là. Oui, beaucoup d'efforts, mais encore une fois, on avait déjà en amont demandé à ce que les gens soient libérés, ceux qui participent au projet. Et je dirais qu'en général, c'est vraiment l'accompagnement qui a fait la différence. Là, parce que les gens comprenaient, savaient vers où ils s'en allaient. Ils savaient qu'il y avait des étapes et ils savaient où ce qui était rendu là-dedans. Donc, ça, c'est beaucoup rassuré. OK. Donc, selon vous, l'étape de cartographie puis de définition des besoins là, a réussi à mobiliser l'équipe. Oui. Puis, est-ce que cette étape-là, en plus de mobiliser l'équipe, est-ce que vous perceviez qu'elle était utile pour la suite de la démarche? Absolument, parce que ça devient la référence ensuite pour la sélection finale du logiciel, mais aussi quand on rentre dans le projet, bien, on se rappelle, on a une, moi je pourrais dire, on a encore tout ça là, noir sur blanc sur papier, c'était quoi nos objectifs, quels étaient les besoins qui étaient critiques, etc. Donc, ça aide dans tout le long du parcours à prendre des bonnes décisions. Est-ce que, selon vous, cette étape-là a été efficace? Est-ce que vous avez des recommandations, des leçons apprises par rapport à l'étape de mapping, de définition des besoins? Ben, c'est essentiel. Si vous ne connaissez pas vos processus, c'est difficile ensuite de définir vraiment quels sont vos besoins, puis surtout de les transmettre dans un langage qu'un intégrateur va comprendre. Là. Donc, c'est absolument essentiel de comprendre ces processus, de comprendre vraiment ce qu'il y a à livrer pour qu'ensuite, on soit capable de faire le pont avec l'intégrateur et que lui comprenne comment la solution va répondre aux différents besoins de l'entreprise. OK. Puis à ce titre-là, est-ce que l'équipe a perçu que l'accompagnement était nécessaire pour communiquer par la suite avec les intégrateurs? Bien, l'accompagnement, encore une fois, peut-être que ça aurait pu se faire sans accompagnement, mais ça aurait été très long. Il aurait fallu refaire, dans le fond, s'inventer une méthodologie, tandis que là, vraiment, on était guidés. L'accompagnement, encore une fois, nous met en garde sur certaines choses parce que les gens qui nous accompagnent ont de l'expérience là-dedans, l'ont fait à plusieurs reprises. Dans le fond, ben oui, je pense que c'est absolument nécessaire, là, à moins d'avoir toutes ces expertises-là à l'interne, ce qui n'était pas le cas chez nous. Parfait. Alain, est-ce que tu aimerais continuer avec l'étape 2? Exact. OK, c'est bon. Donc, là, dans cette étape-là, c'est vraiment la notion de on va recevoir les réponses au RFP. On devra faire une sélection des finalistes qu'on va inviter aux démonstrations. Là, c'est une question aussi de budget parce qu'une démonstration, il faut passer au moins une journée. Chez Stelpro, ça a duré 2 jours par démonstration. Donc, on ne peut pas en inviter 8, là. c'est long. Donc, 3 ou 4 joueurs en termes de solutions finalistes. Si on a invité 10-15 participants à répondre au RFP, c'est sûr qu'il faut faire cette présélection-là. Donc, ici, je vais vous présenter un peu la démarche pour scorer, d'une part, plutôt les réponses au RFP. Après ça, il y a une deuxième passe avec les démos et donc, après ça, les recommandations. Donc,
ce qui est important dans un critère dans l'évaluation, en fait, c'est que une évaluation, c'est humain. On va s'acheter une voiture, on évalue les voitures, mais c'est d'abord des émotions, c'est d'abord de l'informel puis du subjectif. Ça, c'est tout à fait normal comme réaction et on fait face à ça pour le choix d'un ERP. Donc, ce qui est important ici, c'est d'objectiver quelque chose qui est subjectif. Okay? Donc, l'idée, c'est de briser ça en différents blocs. Okay? Donc, on a créé une grille de scoring qui est détaillée puis qui est sur 7 onglets qui va nous permettre de structurer une évaluation onglet par onglet puis d'en arriver à une recommandation. Okay? Donc, il faut d'abord faire un brainstorm sur la liste des critères à haut niveau pour commencer, puis à plus bas niveau, au niveau, par exemple, des pondérations sur la fonctionnalité. Il y a souvent des débats intéressants entre les opérations et les finances. En termes de 1 minute, ça rapporte plus, donc c'est plus important. Donc, c'est correct, ce type de discussion-là. Donc, on va identifier nos critères de choix, puis on va identifier les facteurs de pondération à appliquer. Donc, cette grille-là, ces éléments-là vont devenir notre base pour les évaluations. Donc, on va faire ce travail-là 2 fois. En fait, on va le faire sur les réponses théoriques de nos fournisseurs. Il va y avoir une période de questions-réponses, c'est certain, avec certains fournisseurs qui n'auront pas tout à fait bien répondu à des questions, donc ça peut porter à l'interprétation. Et on va avoir un premier scoring qui sera sommarisé dans une grille de scoring, puis ça va nous permettre d'éliminer les joueurs qu'on ne veut pas avoir en démonstration. Ensuite de ça, donc on va passer en mode démonstration et là, on reprend la même grille de scoring sur les finalistes, puis on va aller en plus de détails. Dans le cas des démos, c'est sûr qu'on va aussi remplir l'onglet 7 qui est relié à l'impression de chacun des champions sur les scripts de démo. Donc, est-ce qu'il y a un respect du script de démo? Est-ce que la complétude de la solution répond aux besoins? Puis là, bien, sur chacun des points, il y aura une évaluation par chacun des champions. Ça va faire partie de la structure de recommandation. Au niveau de l'intégrateur, bon, il faut savoir que certains éditeurs logiciels vont faire eux-mêmes le déploiement, donc il n'y a pas d'intégrateur dans ce cas-ci, ils vont agir autant comme intégrateur que comme éditeur logiciel. Mais dans beaucoup de cas, il y a un intégrateur qui est un partenaire de l'éditeur logiciel, qui possède la connaissance du logiciel, puis qui va souvent être impliqué. On recommande qu'ils soient impliqués lors des démos. Et même idéalement, ce soit l'intégrateur qui fasse la démonstration, qui connaisse bien les besoins et qui répond aux questions du client. Donc, on va évaluer des éléments de l'expérience de cet intégrateur-là par rapport au domaine d'affaires. Ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'il ait déployé des solutions ERP dans un modèle manufacturing qui nous ressemble. On va réviser l'équipe de projet. Est-ce que même les membres de l'équipe ont des expériences importantes dans ce domaine-là? On va valider les références de déploiement. On va réviser la méthodologie. On ne la questionnera pas nécessairement, mais on va plutôt évaluer le sérieux de la méthodologie, comment elle est structurée. Est-ce que les livrables sont bien documentés? Est-ce qu'il y a des éléments de mesure au succès du projet? On va discuter aussi avec l'éditeur logiciel pour voir est-ce qu'il y a eu des bons track records. Donc, il y a cette discussion-là aussi qu'on a. Il faut valider le fit culturel entre nos champions et leur équipe. Puis on le voit ça lors des démos. Hein, on a de certains fournisseurs, c'est naturel, la relation est naturelle, puis d'autres, c'est plus dur. Donc, c'est un élément subjectif, mais ça fait partie de l'évaluation. Puis, conscience sur les dollars également, où on va regarder leur taux, les différents coûts reliés au déploiement. Donc, on va aussi vérifier les références lors de cette étape-là. Donc, on va essayer de trouver d'autres références. Donc, on commence par appeler les références qu'ils nous donnent, c'est certain. Mais les références qu'ils nous donnent, il faut s'attendre à ce que ce soit des bonnes références. S'ils nous les ont données, c'est que ça a bien été. Fait que dans les entretiens ou ailleurs sur le web, on peut trouver d'autres références, puis faire d'autres appels, pourquoi pas. On peut apprendre d'autres choses. On va, lors des entretiens, lors des références, on va chercher à comprendre certains éléments ou de limites fonctionnelles, surtout sur les éléments où on a un doute. Suite à la démonstration, on avait un doute, on va aller fouiller en plus de détails certains éléments. Dans certains cas, on va même faire des visites. Il y a des clients références, ou des références qui vont nous dire « Oui, avec plaisir, venez nous visiter ». On peut apprendre plein de choses lors de ces visites-là. Mieux comprendre la qualité et l'assistance technique et des services professionnels, on va aller vérifier ces éléments-là avec nos références. Bon, une fois qu'on a tout fait ça, il faut faire la synthèse de notre choix.
Pour ça, bien, on va avoir un atelier de travail sur les avantages et inconvénients de chacune des solutions. On va demander à chacun des champions de donner leur perception individuellement. Puis en groupe, on va mettre ça ensemble, puis on va en faire une synthèse. On va aussi partager les enjeux du projet. Donc, chaque intervenant va voir des enjeux, peut-être dans son département. Puis c'est correct, donc il faut partager ça, puis échanger sur les enjeux de projet qu'on peut voir. On va en faire une analyse de risque. Puis on va faire une recommandation exécutive. Donc ici, à droite, on voit un exemple d'une présentation PowerPoint qu'on fait, le type d'agenda qu'on recommande. Mais ça peut être naturellement adapté au contexte de chacune des organisations. La dernière phrase ici, 2 solutions viables, s'il vous plaît. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'on va, en phase 3, tomber en phase de négociation, puis on voudrait avoir 2 solutions viables. C'est certain qu'on a un gagnant, il y a des préférences, mais il ne faut pas que ça soit communiqué aux fournisseurs. Il faut avoir 2 solutions qui sont viables. Si jamais on a un enjeu avec notre finaliste, bien, au moins l'autre solution, elle est viable aussi. Et surtout, ça vous donne des outils de négociation beaucoup plus puissants. Donc, j'ai terminé par la phase 2. Merci beaucoup, Alain. J'ai quelques questions, évidemment. Chez vous, Patrick, chez Stelpro, ça a été quoi les critères les plus importants pour vous? Comment est-ce que vous avez fait pour les pondérer? C'est certain que les points, disons, les fonctionnalités qui étaient vraiment critiques aux différents processus, aux différents départements, obtenaient une pondération beaucoup plus importante que les autres, c'est certain. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui est important à l'intérieur des différents processus. Aussi, il y a certains gains qui étaient déjà identifiés, des choses qu'on avait de la difficulté à gérer ou qu'on voyait que ça devenait de plus en plus compliqué. Donc, ces gains-là qu'on voulait faire en termes de productivité étaient aussi, obtenaient quand même aussi une pondération importante, là. Principalement, c'était ces 2 éléments-là. OK. En plus des critères fonctionnels ou technologiques, est-ce qu'il y avait d'autres considérations, par exemple, au niveau du choix de l'intégrateur, au niveau d'autres considérations commerciales? C'est certain, la solidité de la solution, c'est clair. Différents logiciels, etc. Donc, un logiciel qui soit bien adapté là, à nos besoins, c'est certain. L'intégrateur est très important parce que vous allez travailler de façon très, très proche avec lui. Donc, on a eu des démos du même logiciel par des fois plus qu'un intégrateur, puis on voyait les différences. Donc, c'est important aussi d'évaluer l'intégrateur, la qualité des réponses, la qualité de la démonstration, comment est-ce qu'ils sont ouverts aussi à parler de leur processus d'implantation, etc. Ça, c'est très important aussi parce qu'au bout de la ligne, vous allez travailler avec eux. Et c'est une relation à long terme que vous avez, là. Ils sont encore chez vous. Oui, tout à fait. OK. Alain, tantôt, tu parlais qu'il existait plusieurs types de solutions. Il y a des solutions qui sont programmées maison, il y a des solutions intermédiaires, aussi des packages qui sont destinés à une industrie en particulier. Il y a aussi des grandes solutions complètes là, qui sont personnalisables, là, mais qui sont très, très vastes. On peut choisir d'avoir des solutions complètement intégrées, puis d'autres, on voit des entreprises aussi qui ont plus un écosystème de plusieurs solutions là, qui se parlent entre elles, des fois bien, des fois un peu moins bien. C'est quoi les avantages et les désavantages des différents types de solutions? C'est intéressant comme question parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle d'ERP, puis l'ERP, c'est une solution intégrée, une seule solution intégrée, idéalement. Puis en fait, je pense que ça fait partie des premières discussions en termes d'approche, d'architecture, etc. Il y a l'approche full intégrée, ERP, ou une approche best of breed. Donc, on voit de plus en plus aussi des solutions best of breed. C'est sûr que du best of breed, on va avoir des solutions beaucoup plus adaptées, nichées dans des secteurs de notre organisation, mais il faut se taper l'intégration. L'intégration est de plus en plus facile aujourd'hui avec les web services et les API. Oui, on peut plus facilement aujourd'hui intégrer ces solutions-là, mais il ne faut pas quand même oublier qu'à chaque fois qu'une solution, par exemple, best of breed, par exemple aux méthodes, j'ai quelque chose de très spécifique, j'ai un produit, il faut qu'il s'intègre à un autre produit de fabrication où j'ai des rerouting, j'ai de l'intégration, là. Donc, il faut penser au point d'intégration. Puis quand je migre ma solution méthode, il faut que je m'assure que du côté plancher,
ma solution va être synchronisée. Donc, c'est plus complexe en termes de gestion de l'architecture, malgré que les ponces existent. Mais c'est un choix sur est-ce que dans mes solutions ERP, j'ai tellement d'éléments très, très custom, très spécialisés dans mon domaine que ces solutions-là ont un avantage, donc il faut l'évaluer. Puis si je reviens au niveau des ERP, effectivement, chaque ERP a un peu sa spécialité. Si on revient à des solutions qui sont basées sur du manufacturing custom-based, engineering to order, ben, il y a des caractéristiques de produits qui sont, des logiciels ERP qui sont bons là-dedans. Okay? Demande-leur pas, par contre, de faire de la gestion d'entrepôt. Ils n'ont pas rien développé par rapport à ça. Donc, ça, c'est l'élément qu'il faut évaluer en termes de spécialité du type de logiciel. Puis, dans les grilles de présélection, on a souvent justement les core process dans lesquels ils sont les meilleurs. Donc, il faut valider ça. La notion du Tier 1, Tier 2, Tier 3, effectivement, il y a des solutions, le Tier 1, style SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, qui sont des grosses solutions qui font bien les choses, mais qui, dans certains cas, sont moins spécialisés qu'un ERP de Tier 2 qui va être spécialisé dans un domaine d'industrie. Ça, ce sont des éléments aussi à considérer. Donc, si je comprends bien, là, il y a quand même, pour chaque type, il y a des avantages, il y a certains compromis à faire. Chez vous, chez Stelpro, Patrick, quel type de solution vous avez choisi? Puis, est-ce que vous avez eu à faire beaucoup de compromis ou à quel pourcentage de vos besoins vous avez répondu? On a choisi une solution qui est très intégrée. En fait, là, ici, on a sélectionné, je ne veux pas faire de publicité, là, mais on y était avec SAP S4. Là, donc, on y était vers quelque chose de très, très, très intégré tout de même. Il y a certains besoins qui ne pourront peut-être pas être comblés par un produit SAP, mais des affaires très, très nichées là, qui sont dans le programme là, pour les prochaines années. Mais non, on a choisi l'approche d'être très intégré. OK. Peut-être pour compléter, la notion de croissance est importante à considérer. Puis c'était le truc en forte croissance. Donc, une solution intégrée à la SAP nous permet aussi d'intégrer des futures acquisitions puis de penser au futur. Okay. Il ne faut pas choisir juste pour aujourd'hui, il faut choisir pour demain aussi. J'ai compris tantôt que la phase de démo était assez importante. Chez Stelpro, c'était quoi l'importance des démos? Est-ce que vous en avez vu plusieurs? Est-ce que vous avez eu certaines réserves par rapport à certaines démos, puis pourquoi? Oui, on en a eu plusieurs. Évidemment, c'est un peu comme j'expliquais tantôt, il y a certains intégrateurs qui présentent des méthodologies qui nous semblent très efficaces, d'autres un peu moins, d'autres qui sont peut-être un peu moins préparés. Mais je dirais une chose qui a été très importante, c'est d'avoir un scénario de démonstration. Ça faisait partie c'est quelque chose qui nous a été recommandé par les accompagnateurs, donc les FICIO. Ça a été très important parce que ça ramène la démo vers les éléments qu'on veut vraiment voir. Et non pas vers, je ne sais pas moi, un logiciel qui fait quelque chose de très, 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 très bien. Ça serait un peu d'artifice, mais chez nous, c'est plus ou moins utile. C'est pas ça qu'on veut voir. C'est les choses qu'on n'a pas de besoin, les fonctionnalités qu'on n'a pas de besoin, c'est pas ça qu'on veut voir. On veut vraiment les maintenir dans un scénario dans lequel ils sont obligés de toucher les points qui sont critiques chez nous. Ça a été quelque chose de vraiment là, très, très bien à ce niveau-là, d'avoir fourni un scénario de démo puis de leur demander de rester à l'intérieur du scénario le plus possible. OK, parfait. Et Alain, dans les démos, est-ce qu'on va obtenir nécessairement tout ce qu'on voit à l'écran pendant la démo ou quoi? Là, il y a un petit peu de marketing dans le démo, ça c'est clair. Okay? C'est là que quand on pose des bonnes questions, que c'est bizarre, c'est pas ça qu'on avait demandé. Fait que c'est sûr que lors du démo, on arrive avec nos spécifications fonctionnelles. Oui, mais quand vous avez dit I am complying, je respecte ce point-là, tu poses la question, puis le gars, il tourne un peu en tour du pot. Non. Donc, oui, ça va arriver, c'est normal. Il faut être vigilant. Puis, Patrick, dans la démarche de sélection, comment est-ce que vous avez impliqué votre équipe? Parce que là, vous aviez en équipe fait toute la démarche pour avoir des critères de sélection. Comment est-ce que l'équipe a été impliquée chez vous pour la démarche de sélection elle-même?
En fait, ils ont été impliqués du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'ils ont participé aux activités de définition des besoins, monter le cahier des charges, sélectionner qui serait invité aux démos, etc. Mais surtout, à la fin, tout le monde a suivi son évaluation. Donc, on avait 18 pilotes chez nous qui représentaient l'ensemble des processus clés chez Stelpro. Les 18 ont soumis leur évaluation, leur choix, leur premier choix, leur deuxième choix, etc. Donc, le choix final, ça n'a pas été mon choix à moi tout seul ou un petit groupe fermé, disons, de vice-présidents chez nous, là, pas du tout. Ça a été le choix des 18 champions, des 18 pilotes. Donc, vraiment, ils ont été impliqués du début jusqu'à la fin du processus de sélection. Fait qu'il y a eu un consensus. Oui, il y a eu un Ou à peu près. Ça a donné comme ça, là, mais en fait, il fallait, comme Alain disait tout à l'heure, on n'a pas choisi juste un, on a choisi deux pour s'assurer qu'en égo, on aurait un peu de pouvoir de négociation. Là. Donc, oui, il y a eu un consensus sur le premier choix, pas sur le deuxième, mais il reste que majoritairement, les gens s'entendaient sur deux gagnants, si on veut, du processus. Parfait. Puis, concernant le choix des finalistes, des progiciels et intégrateurs, pensez-vous que la démarche vous a permis de prendre une décision éclairée et judicieuse? Oui, tout à fait. Surtout, encore une fois, je reviens au scénario de démonstration. Vraiment, les intégrateurs qui sont restés collés sur le scénario puis qui vraiment, écoutez, votre point 1 de votre scénario, on vous le démontre, on vous le présente, point 2, etc. Ça rassurait les gens que vraiment, ils comprenaient le besoin et ils comprenaient ce qui était critique pour nous. Oui, je pense que le processus nous a permis de choisir les bons intégrateurs et le bon logiciel. Il y a un élément agréable de ça, ça arrive souvent, là. Il ne faut pas avoir peur d'en demander aux fournisseurs. Tous les fournisseurs qui ont été invités aux démos ont fait un super beau travail. Vraiment, je lève mon chapeau, ils ont respecté le scénario, ils étaient professionnels. Fait que ça, c'est le fun de voir là, que, on n'a pas perdu notre temps. Là, les gens ont été professionnels à la réponse. Donc là, la démarche de sélection vous a permis de choisir 2 finalistes. Puis là, vous entrez dans la phase de négociation. Alain, veux-tu nous en parler? Passer à l'étape 3? Tout à fait. Donc, en gros, dans les meilleures pratiques, là, on va parler de négociation. Qu'est-ce qu'on négocie? Établir aussi les building blocks ou les étapes de déploiement, donc les éléments de stratégie de déploiement. Ça se fait en parallèle à la négociation parce qu'il faut impliquer l'intégrateur. On ne veut pas forcer l'intégrateur à utiliser notre méthodologie. C'est la méthodologie de l'intégrateur qu'il faut que soit respectée. Mais dans ça, il va y avoir des éléments de discussion par rapport à des choix que le client doit faire. Donc, Stelpro, par exemple, avait décidé de séparer les déploiements de finance, CRM et manufacturier. Donc, il y a des discussions par rapport à ça parce que c'est sûr qu'il va y avoir des impacts au niveau interface, au niveau des prérequis à mettre en place qui, des fois, peuvent coûter plus cher. Mais donc, ces discussions-là au niveau de la stratégie de déploiement puis de définir nos building blocks est extrêmement importante. Puis après ça, c'est la préparation de l'équipe, ce que nous, on appelle le MOP, le manuel d'organisation de projet, où là, on va prendre le temps de se définir un bon vieux project charter, si les gens connaissent mieux cette expression-là, où on va définir les rôles et responsabilités de l'équipe. Puis donc, c'est un peu ça que je vais vous présenter. Donc, en termes de négociation, souvent, on va avoir une négociation avec l'intégrateur et l'éditeur logiciel. Dans certains cas, comme je disais tantôt, si l'éditeur de logiciel fait effectivement le rôle de l'intégrateur, on va avoir une seule négociation, mais c'est quand même des items de négociation qui sont indépendants. Fait que rapidement, là, en termes de négociation avec l'intégrateur, on va parler, par exemple, de niveau de partenariat entre l'intégrateur et le fournisseur logiciel. Donc, est-ce qu'ils sont platine, gold, etc.? C'est quoi le type de relation qu'ils ont avec l'éditeur logiciel en termes de est-ce qu'ils sont proches au niveau de développement de produits? Est-ce qu'ils suggèrent des éléments de roadmap? Donc, on leur pose des questions par rapport à ça, ça va nous permettre de mieux comprendre le partenariat à développer avec l'intégrateur. On va discuter aussi de risques d'implantation. Ces risques d'implantation-là, ça nous fait penser à des systèmes de négociation.
Le taux d'utilisation des ressources, c'est clair qu'avec la problématique des ressources aujourd'hui, les intégrateurs ont tous ce problème-là. Donc, on veut s'assurer d'une part que les équipes de projets qui sont proposées sont réservées. C'est sûr qu'il faut passer à l'action rapidement parce que ces gens-là sont occupés. Mais bref, toute la notion de démarrage et de s'assurer de la disponibilité des intervenants puis de la qualité des ressources, les ressources clés, on veut se les réserver. Donc, ça se négocie, ça aussi. On va aussi avoir des discussions sur les résultats financiers de l'intégrateur, sa croissance, etc., puis voir un peu s'il y a des éléments de risque par rapport à ça, puis peut-être que ça nous fait penser à des éléments de négociation. Puis, est-ce que le projet est vu comme stratégique pour l'intégrateur? Donc, de voir si effectivement, ça nous permet de développer des liens plus forts avec l'intégrateur. Ça, c'est un autre élément de négociation. Avec l'éditeur logiciel, souvent, surtout pour les PME plus petites, l'élément de négociation avec l'éditeur logiciel, c'est plus difficile. Parce que l'éditeur logiciel, c'est souvent des grands joueurs. Puis pour une PME, 5-10 millions de chiffre d'affaires, il y a c'est ça ma liste de prix, puis il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, il y a quand même des éléments, par exemple, reliés aux finances de l'éditeur logiciel qui peuvent nous faire penser à des éléments de négociation. On a aussi tout l'élément contractuel au niveau des licences. Si on est dans le cloud, toute la notion des SLA, toutes des choses à négocier. On a un outil qui s'appelle notre Software Terms and Conditions. C'est un outil en anglais parce que la majorité des contrats sont en anglais. Mais cet outil-là nous permet de valider les clauses contractuelles d'un point de vue droit de licence, d'un point de vue Service Level Agreement, droit d'audit, plein de choses là, reliées aux différents contrats. Puis il y a une section sur les services, donc tout ce qui est déploiement. Donc, ça nous permet d'avoir un bon pense-bête pour identifier les clauses manquantes. Puis si les clauses sont manquantes, l'outil va nous donner des suggestions de clauses qui sont le plus possible client-based, qui avantagent le client. Puis ça, c'est de la négociation. Donc, cet outil-là nous permet aussi de faire un suivi des différentes clauses à négocier. Est-ce qu'elles sont importantes, moins importantes? Puis quel est l'état de négociation sur chacune des clauses? Donc, l'autre étape aussi, dans l'étape 3, c'est d'établir les building blocks. Donc, il faut décrire les initiatives de travail en équipe avec l'intégrateur. On va identifier les dépendances des activités, les jalons du projet. C'est là que la décision, effectivement, si on livre en mode Big Bang ou on livre en mode étape, puis là, quels sont les impacts sur les interfaces et les liens à mettre en place pendant les périodes de transition. On va prioriser ces building blocks-là. On va intégrer les activités de gestion du changement dans le plan. Ça ne pas sous-estimer également. Moi, je suggère toujours à mes clients, rapprochez-vous d'une entreprise spécialisée en gestion du changement. Nous, on ne le fait pas, mais on va le surveiller. On veut que ça soit dans le plan de projet parce que quand vous identifiez les activités de gestion du changement, puis vous les planifiez dans votre projet comme étant une activité à faire, elles vont se réaliser lors du suivi. Donc, si vous ne l'avez pas écrit, elles ne se réaliseront pas. Puis on met tout ça en phase dans le temps, on en fait un Gantt, puis ça devient notre première base de départ pour le projet. Organiser le projet, donc l'implication des dirigeants est essentielle. Nous, on va toujours recommander un projet où il y a un sponsor exécutif et il y a un comité de pilotage. Le comité de pilotage aurait peut-être les vice-présidents responsables des différents secteurs qui sont impliqués par le projet. Ce comité de pilotage-là se rencontre une fois par mois. Moi, je pense qu'on le recommande une fois par mois. De façon à ce que tous les enjeux, les éléments de décision soient apportés au comité de pilotage, parce que c'est sûr que dans le cadre de projet, il va y avoir des changements qui vont être levés. Donc, il faut s'assurer qu'on a un mécanisme de gestion du changement, gestion du budget, de façon à ce que les vraies décisions soient prises par le comité de pilotage, parce qu'un changement, ça implique nécessairement des changements budgétaires. Donc, toute cette gouvernance-là, il faut la préparer. Puis c'est ce qu'on appelle notre manuel d'organisation de projet. Donc, on a un exemple. Là. Donc, on a des gabarits qui vous permettent de définir les buts et objectifs, les risques du projet, l'équipe de projet interfonctionnelle, les responsabilités, mécanismes de gestion, etc. On est prêt pour le démarrage. Merci beaucoup, Alain. C'était très clair comme explication. On arrivera à une dernière série de questions avant de prendre les questions du public. Vous pouvez déjà commencer à les envoyer là, par le bouton Q&R ou Q&A si vous avez la version anglaise du logiciel qui se trouve en bas de l'écran. Donc, chez Stelpro, quels ont été les éléments critiques de votre négociation avec les deux intégrateurs finalistes? Clairement,
ce qui se négocie un petit peu, les coûts horaires ont fait l'objet de négociations. Il faut s'entendre rapidement sur les coûts horaires des différentes personnes qui vont être impliquées dans le projet, des différents types de postes qui vont être impliqués dans le projet. On a négocié au niveau des licences, puis on a eu un succès quand même assez surprenant. Là. On a eu beaucoup de succès au niveau de la négociation des licences, donc il y avait du jeu à ce niveau-là. Une chose aussi qu'on a cru bon ajouter, c'est une clause de dépassement des coûts. Donc, on a un estimé de coût qui a été donné. Évidemment, il faut que le scope du projet, que le contenu du projet soit bien défini là, pour arriver avec une clause comme ça. On a réussi à négocier une clause de dépassement des coûts là, à l'intérieur du contrat. Ce qui nous donne une certaine garantie que si on dépasse, ben, ce n'est pas l'entreprise qui va juste payer toutes les factures sans qu'il y ait de conséquences pour l'autre côté aussi. Avez-vous eu besoin de l'utiliser, cette clause-là? Ben, écoutez, on n'a pas terminé le projet, là, mais je vous dirais qu'en général, les projets ERP, puis Alain pourra confirmer ou infirmer ce que je dis, mais en général, on dépasse les coûts dans un projet. C'est vrai, Alain? Oui. On est content que vous soyez contrôlé, présenté au comité de pilotage, puis suivi, puis il y a des décisions qui se prennent, puis oui, on en rajoute parce qu'on décide que ça vaut la peine d'en rajouter. Okay. Une décision. Donc, ce sont des ajouts et non pas une mauvaise planification nécessairement. Non, c'est pas une mauvaise planification. Il y a des ajouts, oui, parce qu'on se rend compte de certaines choses qui n'étaient peut-être pas nécessairement couvertes, mais il faut se le dire, avant que l'intégrateur ait vraiment analysé l'ensemble des processus, il n'est peut-être pas nécessairement conscient de toutes les complexités ou des petites particularités. Là, donc, oui, il y a un scope, mais il ne ramasse pas nécessairement toutes les subtilités de l'entreprise. Okay. Arrivé à un certain degré d'avancement dans le projet, ils ne sont pas saisis. Ce n'est pas nécessairement de la mauvaise volonté ou de vouloir aller chercher le contrat en rapetissant la côte, là, mais comme je vous dis, il y a des choses des fois que même à l'intérieur, on n'est pas conscient de certaines complexités, de certains points qui n'ont pas été découverts. Puis souvent, pour complémenter ça, ce risque-là, on va prévoir une étape d'exploration fit and gap avant même le fit and gap détaillé. C'est ce qu'on a fait chez Stelpro parce qu'on avait des doutes que je pense qu'ils ne comprennent pas la subtilité. On avait OK. fait Justement, on parlait d'ajout, on parlait de finances. Ces projets-là, ça se finance là, parce que c'est quand même assez dispendieux. Licence, intégration, personnalisation, formation. Qu'est-ce que vous avez privilégié? J'imagine que vous avez établi un budget pour le projet. Qu'est-ce que vous avez budgété Qu'est-ce que vous avez dépensé sur le projet, sur le budget opérationnel? Pourquoi vous avez privilégié, pour quelle partie vous avez privilégié le CAPEX? Le projet ici, en fait, on est on-premise et puis on a privilégié vraiment le CAPEX. OK. Pour l'entièreté des phases ou il y a certains éléments? L'entièreté des phases va être en CAPEX. C'est certain qu'il y a certains éléments du logiciel on ne peut pas acheter les licences et les avoir on-premise. Donc, ça devient un SaaS, là, ça devient un service là, qui est acheté pour certains éléments. Mais la grande majorité du projet ici, on a privilégié le CAPEX. C'est un choix d'entreprise. Tout dépend de comment est-ce qu'on perçoit. Comment est-ce qu'on perçoit la chose? Ici, c'est le CAPEX qui a été privilégié. OK, parfait. Puis, à la suite de la démarche de sélection, vous avez préparé la phase de déploiement. Alain en parlait, ça fait partie de la démarche. C'est quoi les éléments les plus importants pour assurer la phase de déploiement? Peut-être commencer par Alain. Ben, moi, je dis tout le temps, un projet bien défini, c'est un projet qui attire le succès. If you don't plan, you plan to fail. Et ça commence comme ça. Donc, oui, la description du manuel de réalisation de projet. Après ça, d'avoir des champions dédiés et disponibles, c'est vraiment la base du succès. Puis après ça, c'est une question de rigueur et de discipline sur notre plan, sur la livraison des livrables qu'on a en équipe avec le partenaire. Le mot partenaire est important parce que l'intégrateur devient partenaire pour au moins 1 an, des fois 2 ans. Donc, ça, c'est la base du succès, selon moi. Patrick?
Ben, effectivement, le manuel est très, très, très important, principalement la gouvernance, parce qu'il va y avoir beaucoup de décisions à prendre au fur et à mesure dans le projet. Donc, ça prend des gens. Il faut que ça soit clair qui peut prendre quelle décision, mais surtout, que ça soit clair qu'il y ait la liberté aussi de pouvoir décider. À un moment donné, ça en prend une décision. Fait que il faut que ça soit clair qui décide. Ça, c'est extrêmement important. Les champions, il faut que ça soit très clair avec les gestionnaires que les champions doivent être libérés pendant l'intégration. Donc, les gens ne peuvent pas faire deux jobs à la fois, si on veut. Donc, on ne peut pas avoir toutes ces tâches normales, disons, et puis en plus, travailler à l'intégration, c'est très, très, très prenant, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Chose très importante, la conversion de données, préparez-vous. Commencez avant le projet parce que vous avez, même peu importe la préparation que vous avez là-dedans, ça va finir par être serré à quelque part dans le projet. Donc, avoir des ressources pour faire la conversion de données. La gestion de projet ici, on a été chercher un directeur de programme à l'externe pour nous aider au niveau de la gestion de projet, etc., parce qu'on n'avait pas nécessairement l'expertise. Ça, c'est extrêmement important. Puis cette personne-là va vous guider tout au long du processus aussi pour, encore une fois, éviter des pièges, éviter de dépenser trop d'argent, s'assurer que les points dans lesquels l'intégrateur pourrait nous amener ou ce qu'on ne veut pas nécessairement aller, bien, ça soit vu d'avance et ça soit adressé. Tout ça est très important. Puis la gestion du changement, c'est à ne pas négliger. Expliquer aux gens le changement qui est en train de s'installer, pourquoi ils s'installent, comment est-ce qu'ils vont être sollicités là-dedans, ce que ça va leur amener et la formation aussi. Mm-hmm. OK. Là, quand on discutait en amont d'aujourd'hui, en amont de la présentation, là, vous m'avez expliqué que vous aviez adopté une approche par phase pour l'implantation, plutôt qu'un changement complet là, de type Big Bang là, dans l'entreprise où on change tout d'un coup. Pourquoi vous avez fait ça? Puis, Alain, est-ce que c'est courant aussi? Oui, c'est assez courant. C'est une question de capacité de livrer de l'organisation. Dans le cas de Stelpro, ce qui est venu mettre de l'emphase, c'est la pandémie. Stelpro est en pleine croissance avec la pandémie, on le sait, les rénovations, etc. Manufacturing a dit « Ouh, je peux-tu respirer? » Donc, ça a été un élément, là, je pense, qui a mis l'emphase sur ce déploiement-là. En fait, c'est ça. C'est un choix qu'on a fait parce que les circonstances nous emmenaient là. Oui, Stelpro est en croissance, même avant la pandémie, on est en forte croissance. Mais bon, comme vous savez, que la pandémie, tout ce qui touche la rénovation et la construction vraiment est en explosion. Donc, à quelque part dans le processus, ce qu'on prévoyait faire un Big Bang, ben on a regardé nos gens à production et on leur a dit ben, on va leur prendre leur kingpin, finalement, leur champion pour leurs différents processus. On va les sortir de la production puis on va les amener dans le projet. Puis en même temps, on va demander à la production de supporter une croissance très, très, très importante dans le double digit. C'était ça venait un petit peu irréaliste de le penser. Et le CRM, c'est une génération. On avait déjà un CRM à l'interne, mais quand les gens des ventes ont regardé les possibilités d'intégration, de tout avoir ça dans la même plateforme, ils ont dit on saute là-dedans. Donc, c'est comme ça qu'on s'est ramassé, dans le fond, avec 3 phases au lieu d'un gros Big Bang. Avec le recul, je vous dirais, ça nous a sûrement sauvés parce que, encore une fois, l'implication qui est demandée dans un projet comme ça, c'est tellement grand que il aurait fallu se greffer des ressources supplémentaires qui ne sont pas faciles à recruter en ce moment si on avait été dans un Big Bang. Dans le fond, c'est des événements qui nous ont amenés là, mais ça a été très heureux pour nous. Parfait. Écoutez, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais passer tout de suite aux quelques questions du public qui me sont parvenues. J'ai 2 questions à propos des subventions. Premièrement, pour la phase de sélection, puis ensuite pour la phase d'intégration. Alain, est-ce qu'il existe des aides financières? Parce qu'on sait que ce n'est pas gratuit. Là. Budgétairement, c'est quand même pas mal de sous, dépendant de la grosseur d'entreprise aussi. Oui, il en existe, mais je ne suis pas une expert de ça, vraiment pas. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Mais je sais qu'effectivement, avec PME en action, avec le MEI, il y a certaines subventions pour les premières phases de déploiement. Mais je ne m'entends pas répondre parce que ça change et je ne suis pas à jour, malheureusement, depuis les 2 dernières années sur ces programmes-là. Il y a eu beaucoup de changements, évidemment. Il y en a que, surtout si vous avez une très petite entreprise, c'est très intéressant là, parce que, mais pour une entreprise comme Stelpro, c'était peut-être
c'était comme une goutte d'eau dans le fond, dans l'océan que représentait ce projet-là. Par contre, une chose que tout le monde a accès, c'est le crédit C3I là, qui a été bonifié récemment là, pour les investissements. Je pense que c'est en date du mois de mai ou du mois de juin là, que le crédit a été bonifié, même pour les régions qui ne sont pas considérées comme des régions en difficulté économique. Là. Fait que ça, tout le monde peut l'avoir. Si j'ai une question là, qui concerne les ERP finalistes. On dresse la liste des besoins. Est-ce que c'est souvent les mêmes finalistes qui arrivent en tête de liste ou vraiment la gestion des besoins fait en sorte qu'on va arriver à des solutions variées? Effectivement, on va avoir des solutions variées. Ça va vraiment dépendre du type de manufacturier. Mais pour deux manufacturiers qui ont le même modèle d'affaires, effectivement, les finalistes sont souvent les 5-6 qu'on va éviter sont souvent les mêmes. Puis, il y a quelqu'un qui demande si vous avez reçu chez Stelpro là, des solutions open source. Dans ce cas-ci, on n'en a pas eu. Ça arrive qu'on en reçoit. Là, les Odoo, Acumatica, qui sont des solutions plus open source. Oui, effectivement, ça arrive. Mais dans le cas de Stelpro, il faut comprendre que Stelpro, c'est une business complexe. Ils font du design électronique jusqu'à la gestion de stock pour des clients, des entrepôts, en passant par des procédés de fabrication extrêmement variés, pliage de métal, peinture, c'est très, très varié comme business. Donc, ça a malheureusement appelé des solutions qui étaient très larges au niveau procédure-fonctionnel. OK. Je vais juste prendre une dernière question du public parce qu'il est déjà rendu 13 heures. On a parlé tantôt de la phase de transfert de données. Et puis, il y a quelqu'un qui parle de la nécessité, de la phase de la nécessité, en fait, de mettre de l'ordre dans les données, de convertir les données. Qu'est-ce que ça implique, le nettoyage des données, justement? Ben, c'est bon. On a tous nos petits défauts à l'intérieur des données, mais au fil des années, on accumule des fois des doublons. On va accumuler aussi des clients ou des fournisseurs qu'on n'utilise plus, qu'on ne fait plus affaire avec eux. Donc, au niveau des produits aussi, il y a énormément là, de produits qui deviennent désuets ou qu'on ne fabrique plus, qu'on ne vend plus, etc. Fait que c'est un petit peu tout ça. C'est d'éliminer un peu là, tout ce qui traîne et qui ne servira pas là, pour limiter un petit peu la taille de la conversion de données, mais aussi si nos attributs, etc., sont pas suffisants ou il y en a même des fois de trop, qu'on sert plus ou moins, mais c'est le temps justement de répondre à tout ça. Là. Si on avait tel attribut au niveau du reporting, ça serait merveilleux, qu'on n'aurait pas à faire un paquet de recoupement de données, etc. Ben, c'est le temps de l'adresser. À l'inverse, s'il y en a de trop, ben, c'est le temps de les réduire. Là, ben, malheureusement, c'est bon. Ici, chez Stelpro, j'ai environ 17 000 SKU de produits finis. Là, puis là, je vous fais grâce des composants, des matières premières, etc. Fait que ça représente un défi quand même de taille de passer au travers tout ça. Là. Même chose pour la base de données de clients, la base de données de fournisseurs, les contrats aussi, parce qu'on gère les contrats à l'intérieur de la solution. Donc, c'est quand même majeur là, la conversion de données et le nettoyage de données. Plus tôt on part, le mieux que c'est. Bien, merci beaucoup. Là, il est déjà rendu 13h02, donc on touche à la fin du webinaire. Merci énormément, Alain. Merci beaucoup aussi à Patrick d'avoir accepté notre invitation pour venir présenter la démarche de sélection d'un ERP au réseau de STIC. Donc, juste faire un petit rappel, il va y avoir un sondage qui va suivre dans quelques minutes auprès de tous les participants. On a des prochains événements auxquels on vous convie également. Il y a le dévoilement des résultats du baromètre industriel qui aura lieu le 26 mai à midi. Et puis, nos vendredis démos, notre prochain invité, c'est VKS, le 4 juin, également à midi. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore une fois. Merci tout le monde. Merci. Merci. Au revoir.